Tu as regardé avec quel invité? En fait, j'ai fait... Attends, on l'a refait. Non, j'ai pas regardé, mais je voulais pas te dire que j'ai pas regardé. Non, mais ça, on va le laisser, ça, c'est sûr. J'aime trop, c'est trop authentique. Ton cerveau, si tu veux, associe un mot, une image, s'associe à la sensorialité. C'est-à-dire que si je te demande de penser à une plage, automatiquement, ton cerveau crée l'image mentale associée à la plage. Bonjour et bienvenue sur Origine. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Gershon qui a fondé la boîte Hypnolege qui base l'apprentissage des langues vivantes sur l'hypnose ericksonienne. Et aujourd'hui, il va nous raconter son histoire. Gershon, hello, bienvenue sur Origine. Merci. Est-ce que tu as déjà vu quelques-unes de nos vidéos? Ouais, j'en ai regardé quelques-unes, ouais. Ouais, j'aime bien. J'aime bien l'idée. Tu as regardé avec quel invité? En fait, j'ai fait... Attends, on l'a refait. Non, j'ai pas regardé, mais je voulais pas te dire que j'ai pas regardé. Non, mais ça, on va le laisser, ça, c'est sûr. J'aime trop, c'est trop authentique. Bah ouais, parce que je me suis dit, non, vas-y, pose pas la question, quoi. Non, mais en même temps, on débute. Donc en fait, ouais, ok. T'as une excuse. Ça va. Mais je regarderai. Mais par contre, non, mais quand j'avais été contacté, j'avais adoré, tu vois, ta ligne édito. Tu vois ce qu'on m'avait dit, je me suis dit, bah vas-y, c'est trop cool et c'est trop cool. Mais c'est vrai qu'il m'avait prévenu que vous débutiez, que c'était le début et qu'il voulait lancer français, anglais, tout ça. Donc, exact, ouais. On est en train d'essayer différents formats. Notamment, on appelle ça Origine parce que finalement, c'est pour parler un petit peu du parcours des entrepreneurs. Hein. Qu'est-ce qui est le parcours du combattant jusqu'à qui tu es aujourd'hui et qu'est-ce que tu fais. Donc, c'est un plaisir en tout cas de t'accueillir aujourd'hui. Bah, merci en tout cas d'avoir pensé à moi sur Bordeaux. Et toi, t'es bordelais du coup? Ouais, alors j'ai beaucoup bougé, j'ai vécu un petit peu à différents endroits de la France. Je suis pas né à Bordeaux, mais je suis arrivé, j'avais 8-10 mois, tu vois. Okay. Et puis après, j'ai bougé, j'ai fait Grenoble, j'ai fait Lyon, j'ai bossé à Paris, j'ai bossé à Marseille. Et puis, j'ai toujours cherché un petit peu le compromis entre la grande ville, une ville assez grande, assez mouvementée, où il se passe des choses, une ville belle et où je suis proche de l'océan parce que... Bah, ça reste ma passion, l'eau, le surf, je voyage beaucoup pour ça. Okay. Et je trouve que Bordeaux représente une équation sympa en France où j'ai envie de poser mes valises. C'est un Paris à taille humaine. Ouais, c'est un peu ça, c'est vrai. J'aime bien l'ambiance de Paris, mais parfois... Avec l'océan. Avec l'océan. Avec l'océan. Je trouve que ce qui manque à Bordeaux, ce sont les montagnes. Moi, je suis un grand fan de montagnes. Voilà. Bah, on va aller chercher à 2h, 2h30 de route, ça mais va encore, je suis d'accord. Et on est proche de la frontière espagnole, donc ça, c'est cool. C'est vrai. Et ça fait combien de temps que tu es à Bordeaux? Juste avant que je monte Hypnolege, donc je dirais Hypnolege à 7-8 ans, ça doit faire maintenant 8-9 ans, tu vois, 8-9 ans que j'ai remis mes valises et je me suis dit, bon, j'arrête de bouger, c'est là où j'ai envie de me poser. Pour l'instant, en tout cas en France, j'ai pas trouvé... ville plus alléchante pour moi. Ok, bon, super. Alors, Hypnolege, justement, c'est ta société. On parle de... Alors, tu vas la décrire mieux que nous, hein, mais on parle d'apprendre des langues vivantes, justement, avec l'hypnose. Ouais. Est-ce que tu peux nous décrire le concept? Ouais, carrément. Si tu veux, quand j'ai regardé toutes les applis qu'il y avait sur l'apprentissage des langues, je me suis dit... bah, écoute, il y a plein d'acteurs sur le marché, mais en fait, ils font tous la même chose, ils t'apprennent la langue. Ouais. Et c'est-à-dire qu'ils t'apprennent le hard skills de la langue, c'est-à-dire parler, la grammaire, le vocabulaire, en tout cas, ils t'apprennent la langue. Mais en fait, ce qu'on a oublié, c'est que l'expression d'une langue, c'est aussi beaucoup de soft skills. Ouais. C'est-à-dire que c'est lié à la motivation, à la peur, à la crainte, à l'audace, à l'envie de parler, l'envie de s'exprimer. Ou au contraire, quand je n'apprends pas une langue, c'est lié à des blocages. C'est-à-dire, au lycée, j'ai raté le coche, j'étais un peu trauma, j'ose pas, qu'est-ce qui va se passer si on me comprend pas? Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi il n'y a aucune appli qui s'intéresse quelque part à toute cette dimension qui est psychologique, du coup, et émotionnelle dans la dimension de la langue? Et moi, j'ai fait psycho, donc je suis psychologue, j'ai un cursus de psy, on en parlera si tu veux. Et je me suis dit, un super moyen, ce serait d'essayer d'amener une méthode qui, permet d'optimiser complètement l'apprentissage, donc le hard, mais qui permet aussi d'aider enfin l'humain dans toute la dimension que tout le monde s'en fout, s'occupe pas, c'est-à-dire le soft, les émotions. Ouais. Et l'outil parfait pour ça, c'est l'hypnose. D'accord. Et donc, Hypnolege devient la première appli d'apprentissage des langues sous hypnose. Et qui est assez, en plus, fantasmatique, tu vois, quand tu parles de ça, c'est hyper intéressant. Et aujourd'hui, elle est worldwide, donc elle est utilisée aux États-Unis, dans tous les pays anglophones, francophones, hispanophones. Super intéressant. Donc, c'est-à-dire par rapport aux autres applications comme Duolingo, Babel, par exemple, vous vous attaquez en plus de permettre aux étudiants d'apprendre une langue, de travailler également peut-être sur leur confiance en soi. Exactement. La confiance, l'estime, la prise de parole, l'audace, toute la dimension de l'énergie psychique, émotionnelle, les croyances limitantes. Donc, c'est-à-dire tout ce qui va permettre quelque part l'impulsion, l'élan et l'alignement entre l'envie et l'action et l'émotion. Bien sûr. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se restreignent de la peur du regard des autres, d'être critiqués. Et ça me rappelle également quand j'étais un petit peu plus jeune,
quand j'étais un petit peu alcoolisé, j'étais désinhibé et j'avais l'impression que je parlais beaucoup mieux anglais. Mais d'ailleurs, c'est même pas qu'une impression, c'est une réalité. Parce que comme tu viens très bien de l'expliquer, c'est que l'effet de l'alcool, lorsqu'il est modéré dans une dose sympathique dans ton corps, amène vraiment un effet qui empêche ton système conscient de alimenter ce mécanisme de peur. Et au final, tu deviens plus fluide. Pas parce que tu l'es plus fluide, mais parce que tu enlèves les barrières et les blocages. Donc c'est très vrai, c'est pas qu'un ressenti. Et du coup, alors, j'ai plein de questions qui me viennent en tête, je vais les poser une à une. Je suis un étudiant, j'arrive sur la plateforme, sur votre application. Comment se passe l'apprentissage d'une langue ? Tu vas choisir la langue que tu vas prendre, tu vas faire un petit test pour te placer dans un niveau, parce que pour savoir dans quel niveau tu es et vers là où tu veux aller. Et ensuite, par rapport à ton niveau, tu vas avoir toute une séquence d'apprentissage à compléter, comme un parcours, vraiment, comme un petit jeu de rôle. Un parcours, et pour chacune des thématiques qui vont composer un petit peu ce parcours, tu vas avoir accès à une immersion sous hypnose sur laquelle tu vas pouvoir entendre des professeurs dans un niveau de langage qui va être adapté à ton niveau, qui vont pouvoir vraiment jouer plein de scénettes par rapport à un thème que tu vas étudier, et le tout dans un état d'hypnose. Alors pour créer vraiment l'état d'hypnose, tu vas avoir le choix de ton thérapeute. Alors tu vas pouvoir choisir un thérapeute, du style d'hypnose que tu veux. Est-ce que tu as plutôt l'habitude d'aller dans l'hypnose, donc plutôt quelque chose de doux, ou est-ce qu'au contraire, c'est tes premières sessions d'hypnose, donc quelque chose de plus profond. Et donc, du coup, avant ce cours, tu vas avoir 6 à 10 minutes de mise en état d'hypnose, donc c'est l'audio, et tu vas suivre ton thérapeute qui va t'accompagner vraiment pour te plonger dans un état modifié de conscience, et j'aime plutôt dire un état optimisé de conscience à ce moment-là, puisque ce qu'on va rechercher dans cet état d'hypnose, c'est vraiment un état d'hyperconcentration, d'hyperfocus, d'hyperabsorption, et on va t'empêcher quelque part de pouvoir penser négativement par rapport à ce que tu es en train de vivre. Et c'est un petit peu, je sais pas si tu fais du sport, mais d'ailleurs tu interviews des sportifs, et tu sais ce qu'on appelle l'état de flow, l'état de grâce, tu sais cet état où des fois tu fais toutes les actions hyper parfaitement et t'es plus dans ton contrôle conscient. Tu fais, et ton conscient, t'as l'impression qu'il est un peu à l'extérieur de toi, et t'es observateur du kiff que t'es en train de faire, t'es observateur de ton niveau d'excellence que t'es en train de vivre là. Et ben l'état d'hypnose, c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est un état où ton conscient reste détaché de ce qui se passe, devient l'observateur de ce qui est en train de se produire, et ton système inconscient lui prend le relais. Et vu qu'il a des calculs qui sont beaucoup plus puissants et qui sont détachés de tout ce qu'on disait, ces peurs, ces blocages, et quelque part, tu réalises des actions un peu parfaites. Et donc, on amène cet état-là, qui crée vraiment cet état de bien-être et d'absorption complète et d'hyper-concentration. Et là, tu vas avoir la réception d'un cours de langue. D'accord. Ok. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui fait de l'hypnose, qui est enregistré, je mets mon casque, peut-être je ferme les yeux, je me laisse guider dans la détente, finalement, je me concentre sur ma respiration, etc. Ça va te guider vraiment dans cet état. Et une fois que je suis dans cet état, je suis donc, peut-être que je me trompe sur les termes techniques, mais plus réceptif. Complet. Et là, je vais avoir le cours de langue qui va se dérouler. Et c'est comme si tu étais en immersion dans le pays, c'est-à-dire que c'est pas un cours d'échange one-to-one avec toi, c'est vraiment un cours où il y a plein de scénettes de la vie qui sont jouées, et tout ça c'est sound designé pour te créer un sentiment d'immersion vraiment contextuel et hyper précis, où tu vas entendre des binômes de professeurs jouer des scénettes avec un niveau de langage qui est adapté à ton niveau et qui va juste te propulser pour justement enregistrer tes mécaniques. Et hors hypnose, tu vas avoir toute la partie grammaire, vocabulaire, exercice, comme tu peux retrouver dans n'importe quelle appli pour apprendre les langues. Est-ce qu'au niveau de ceux qui font les cours d'hypnose sur ta plateforme, est-ce que ce sont des hypnothérapeutes, est-ce que ce sont des professeurs de langue, ou est-ce qu'ils ont la double casquette ? Non, tu as vraiment deux types de personnes qui ont travaillé avec nous. Donc on a les professeurs dont leur job à eux, c'est pas du tout de faire de l'hypnose, c'est vraiment d'avoir imaginé avec nous la méthodologie, donc de dessiner tout le parcours, de concevoir tous les cours, les règles de grammaire, les mots de vocabulaire, les scénettes, vraiment l'ensemble des discours immersifs. Donc ça, c'est vraiment une partie des personnes qui bossent avec nous. Donc ce sont des cours des professeurs natifs. Et ensuite, on a les hypnothérapeutes qui, eux, ont amené et enregistré la partie mise en état d'hypnose, et ensuite le bonus, toutes les fameuses séances d'hypnose pour travailler, comme on a dit au début, sur la partie dev perso. Est-ce que vous travaillez juste sur le côté auditif de l'apprenant, ou vous l'amenez également à parler et à tenter de formuler des phrases ? Dans les sessions d'hypnose, tu as les deux. C'est-à-dire que d'abord, tu as la première partie après l'hypnose
qui est de l'écoute active. Donc là, tu es plutôt en mode vraiment écoute pour enregistrer des séquences de phrases et laisser ton inconscient vraiment créer des automatismes. Et après, tu as une partie participation sous hypnose où tu vas répéter du vocabulaire, des tournures de phrases importantes avant la sortie de l'état d'hypnose. D'accord. Et c'est un parcours, c'est-à-dire que vous validez des connaissances. Ouais, exactement. Et en validant ces connaissances, on passe à un module qui est un peu plus... Exactement. Tu as tout un parcours, puis après, tu passes à un module suivant, et puis après, tu passes au niveau suivant. Trop bien. Et tu avances comme ça. Vraiment innovant. D'ailleurs, la question naturelle, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de lancer ça? Est-ce qu'il y a eu des études scientifiques? Est-ce que tu as vu d'autres expérimentations, par exemple, auprès de tes collègues ou dans ton expérience professionnelle ou dans d'autres pays? Comment ça t'est venu, cette idée? Non, ça a été vraiment une succession de petites montagnes, si tu veux. Je pense que en tout cas, moi, j'ai ce profil d'entrepreneur d'avoir en permanence la vision de l'étape suivante et je me lasse de ce que je viens d'atteindre. C'est-à-dire que ça m'ennuie de m'arrêter à un stade dans mon avancement. Et quand j'ai décidé d'étudier la psycho, donc je suis allé au bout, hein. Ensuite, je me suis formé à tous les outils de la thérapie brève, dont l'hypnose, et qui m'a passionné par la mécanique avec laquelle tu accompagnes l'apprenant, enfin, tu accompagnes la personne et tu l'aides à travailler ses blocages. Et si tu veux, j'ai monté mon premier cabinet où j'utilisais beaucoup l'hypnose. Ensuite, je te la fais en short hein, pour que tu comprennes. Ensuite, j'ai intégré, je me suis dit, mais attends, ce serait trop bien, c'est de travailler en anesthésie sous hypnose. Donc, j'ai intégré une clinique privée esthétique pour faire de l'anesthésie sous hypnose. Et tu vois, une fois que j'avais atteint ça, je me suis dit, bah, peut-être que l'étape d'après, c'est justement de former les futurs psys. Donc, j'ai monté une filiale d'une grosse école de psychothérapie à Bordeaux, qui s'appelait Psynaps et dans lequel j'ai enseigné l'hypnose, tu vois, pour les futurs thérapeutes. Et une fois que j'avais atteint ça, je me suis dit, bah attends, là c'est peut-être le moment, tiens, il y a un univers qui peut être trop cool, c'est le monde du sport. Et je me suis dit, mais à ce moment-là, il y a très peu de préparation mentale qui est faite. On parle de ça il y a 10-12 ans, tu vois, il y a 12 ans. Et encore moins avec l'hypnose. Donc je me suis dit, bah je vais amener ça dans le monde du sport. Une fois avoir gravi ces échelons, je me suis dit, bah ok, mais comment on peut aller plus loin maintenant dans l'utilisation de cet outil qui est fabuleux pour aider les humains à quelque part à travailler sur des choses qui se jouent en eux d'une manière automatique, sur leur blocage. Et c'est là où j'avais toujours eu cet appel un petit peu de ce monde entrepreneuriat, de me dire, naïvement, j'ai envie d'être créateur de quelque chose qui amène quelque chose pour l'humain. Et c'est venu tout seul. Mais vraiment, un jour, je me suis dit, mais attends, mais à quel moment je pourrais déployer l'hypnose sur une échelle à plus fort volume? Et je me suis dit, bah, l'apprentissage. Et là, les langues. Parce que les langues, on est confronté à nos blocages, on est confronté à une partie de soi, une partie identitaire de soi qui n'est plus nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on parle français, on est habitué à parler français, mais quand il s'agit de parler dans une autre langue, là, t'as toute l'éveil, t'as toute la boîte de Pandore qui s'ouvre et les blocages, les peurs, les limites et tout ce qu'on s'est dit. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des études à grande échelle qui sont menées justement sur comment concilier l'apprentissage d'une langue avec l'hypnose? Il y a plein d'études qui ont fait le lien entre apprentissage et dimensions qui interviennent entre hypnose et dimensions qui interviennent dans l'apprentissage, notamment sur la régulation de la motivation, sur la rétention en mémoire. Il y a une très très belle étude qui a montré qu'une information nouvelle, en l'occurrence c'était une étude basée sur des mots inventés, donc des nouveaux mots, donc des mots qui n'ont pas de sens, et sur deux types de populations, avec hypnose et sans hypnose. Les individus sous hypnose avaient une meilleure rétention sur le long terme de l'information de nouveaux mots, qui étaient des mots inventés, par rapport à ceux qui les ont appris hors hypnose. Donc vraiment, on a vraiment montré que l'état hypnotique pouvait permettre une mémorisation plus facile et plus durable, donc une optimisation de l'espace-temps. Très bien. Est-ce que, comme Duolingo par exemple, ou Anki, ou ce qu'utilise Quizlet par exemple, vous avez ce concept d'apprentissage répété ou de répétition, je sais plus comment on dit ça exact. L'apprentissage, la mémorisation par espace répété. Par espace répété, voilà, tu as les termes c'est ça. plus techniques. Ouais, on l'a installé, si tu veux. Donc, dans notre appli, dans Hypno, t'as pas que l'apprentissage par l'hypnose. Tu as aussi hors hypnose, forcément pour consolider ton apprentissage, l'intégration de mots de vocabulaire et l'intégration de règles de grammaire et d'exercices. Et pour la partie vocabulaire, en fait, on part du principe que ton cerveau, si tu veux, associe un mot, comment il l'entend dans la langue, comment il le comprend, et tout ça s'associe à une image, s'associe à de la sensorialité. C'est-à-dire que si je te demande de penser à une plage, automatiquement ton cerveau crée l'image mentale associée à la plage. Donc ça veut dire que si je te demande, pareil, de penser en anglais wave, une vague, bah forcément tu vas pas traduire par rapport au français, tu vas avoir l'imagination d'une vague. Donc ça veut dire que notre cerveau associe vraiment un concept auditif avec de l'imagerie mentale, parce qu'en fait, lui, il fonctionne sur un registre sensoriel. Et donc, la notion d'espace répété, elle intervient, c'est-à-dire que, imagine, tu apprends le mandarin, et tu vas apprendre, comme on dit en chinois, une vague, tu vas l'apprendre, mais demain,
c'est pas dit que tu t'en souviennes. Parce qu'à ce moment-là, tu en es souvenu sur le court terme, tu auras peut-être associé l'image, mais le lendemain, tu auras sûrement une perte d'information si tu le répètes pas. Bien sûr. Et en fait, le cerveau fonctionne vraiment comme ça, c'est-à-dire par répétition. Ouais. Il faut que j'ancre à nouveau l'association entre wave et l'image mentale pour que sur le long terme, elle s'intègre, ça devienne un automatisme. Bien sûr. Donc on a installé ce système de révision où justement il y a un algorithme qui va jouer sur cette règle de perdition de l'information et qui va t'envoyer une petite notif en te disant hey, pense à réviser les mots que tu as appris, donc c'est-à-dire les associations entre les mots et les images, pour juste que tu réamorces neurologiquement l'association. Absolument. Et en fait, en suivant ta courbe de l'oubli, bah, finalement, sans effort, tu vas intégrer tout ça en mémoire long terme. Et ça résonne avec moi parce qu'en fait, quand je te le disais en off, quand j'avais 17 ans, en fait, j'avais des gros troubles d'apprentissage. J'ai pas terminé le lycée, je suis parti, j'ai travaillé, etc. Et en fait, j'ai repris les études plus tard. Et en fait, je les ai repris avec une autre méthode d'apprentissage qui me permettait d'avoir beaucoup plus de résultats. Et j'ai intégré une école de kinésithérapeute parce que c'est moi de formation, je suis kinésithérapeute. Et en fait, j'ai eu énormément peur et mes insécurités étaient là par rapport à quand j'étais au lycée ou au collège, de comment je vais avaler tout ce flux et cette masse d'informations. Et donc, c'est là que j'ai découvert des applications comme Anki, par exemple, qui me permet de faire des cartes et qui permet de faire des répétitions espacées. Et en fait, j'apprenais vraiment beaucoup mieux avec ça. Et ça m'a redonné confiance dans les études et dans ma capacité à apprendre. Et finalement, j'avais de moins en moins de difficultés justement à ressortir les informations que j'avais sorties. Ah bah excellent, c'est hyper adapté. En tout cas, c'est un mécanisme hyper adapté. Et puis toi, ça t'a aidé quelque part, en plus, j'imagine du coup, à sortir de toutes les croyances. J'ai du mal, j'y arrive pas. Absolument. Une fois que j'étais sorti de cette croyance, tiens, je suis un très mauvais élève, j'ai pu franchement passer une nouvelle étape. Mais je pense que c'était dans ma manière d'apprendre. Parce qu'avant, j'avais la méthode classique, j'avais mes cours, peut-être que j'écoutais ou j'écoutais pas, je recopiais, je faisais des fiches. En faisant des fiches, je pensais que j'avais appris mon cours. Finalement, non. Et c'est cette notion d'espace répété, justement, qui m'a fait passer à un autre niveau en termes d'accomplissement et de réussite de mes examens. Tu réamorces. Tu vois, nous, sur nos clients Hypnoledge, on a beaucoup d'utilisateurs qui, justement, viennent parce que la méthode traditionnelle ou l'imagination qui sont de l'apprentissage, ça ne leur a pas correspondu. Ça ne leur correspondait pas du tout. Et de toute façon, ça fait aussi un parallèle avec l'apprentissage des langues lorsque tu es plongé dans un pays où ça parle la langue que tu souhaites apprendre. C'est-à-dire que des mots, des phrases, des syntaxes, des expressions vont revenir à plusieurs reprises et donc vont s'ancrer. Et en plus, il y a la dimension, comme tu parlais, je vais t'interrompre, la dimension aussi d'associer des sons à des images. Dans un contexte. Et dans un contexte. Absolument. Parce que des fois, tu vas entendre des choses que tu ne vas pas comprendre parce que le mot, en fait, tu le connais pas. Mais parce que tu es dans ce contexte où tu as juste l'information d'avant, l'information d'après, tu as du visuel parce que dans un contexte, là, tu vas deviner. C'est comme ça, quelque part, que tu vas intégrer des concepts nouveaux parce que tu devines en lien avec le contexte et tout se construit. Et je me souviens aussi des cours d'anglais qu'on avait de façon traditionnelle au lycée. Là aussi, j'avais du mal, je me prends encore un exemple. Lorsque j'ai commencé à regarder des séries et des films en anglais, sous-titrés parfois français ou anglais, et de pouvoir associer des images à des sons ou à des textes, c'est là que ça m'a fait passer à un niveau supérieur. Et je prends aussi l'exemple des Hollandais. C'est vrai que dans le nord de l'Europe, on a des personnes qui parlent mieux les langues. Peut-être que je généralise, mais par exemple en Hollande, ils parlent très bien anglais. Et je sais que dans leur culture, ils regardent la télévision, les cartoons, les dessins animés, justement avec le soundtrack en anglais et des sous-titres en néerlandais. Et oui, parce qu'il y a beaucoup de films dans les pays, même nordiques, qui n'ont pas été traduits dans leur langue. Et full English depuis qu'ils sont petits, quoi. Trop bien. Et alors, combien de langues on peut apprendre sur votre plateforme ? Là, il y en a 7. Français, anglais, espagnol, italien, allemand, mandarin, portugais. Et toutes ces langues-là sont apprenables si tu es francophone, anglophone ou hispanophone. C'est-à-dire qu'on a dû faire tout un travail pour bosser avec des hypnothérapeutes de différents pays et de translate de toute l'appli pour qu'elle soit maintenant téléchargeable et utilisable. D'accord, parce que l'hypnothérapie qui est proposée, elle est faite dans la langue dans laquelle il souhaite apprendre. L'hypnothérapie qui est faite, elle est faite dans la langue que tu parles, que tu maîtrises, pour que tu puisses vraiment tout comprendre, pour ensuite intégrer la langue que tu vas apprendre. D'accord. Ok, donc il y a un mélange pendant la séance d'hypnothérapie. L'hypnose sera toujours faite dans ta langue. Toi, tu es francophone, tu télécharges l'appli. L'hypnose, elle sera faite par des hypnothérapeutes et des psys francophones. Si tu es aux États-Unis, tu es un Américain qui télécharge l'appli. Là, l'hypnose, elle est faite par des hypnothérapeutes américains. Et tu vas apprendre, par exemple, du français ou de l'espagnol. Donc là, les cours seront identiques. Ok.
Donc la boîte Hypnoledge, tu l'as montée. C'est quoi ton rôle dans la société aujourd'hui? Moi, je suis le cofondateur. Okay. Et j'avais vraiment tout ce regard visionnaire, produit et management forcément de toutes les étapes opérationnelles, un peu le chef d'orchestre qui essayait de piloter. Et tu sais que quand on est entrepreneur, je ne vais pas te l'apprendre, on a toutes les casquettes un petit peu. Et voilà. Et moi, j'ai amené aussi la partie hypnose. Okay. Je suis une des voix qui a créé l'hypnose et les séances francophones, puisque c'est mon cœur de métier initial en tant que psy. Et vous avez monté ça à deux? À deux, avec Laure, mon associée, qui elle aussi est psy et hypnothérapeute, donc elle aussi est une des voix, mais cette fois-ci féminine, parce que voilà, on a tous une sensibilité, certains vont préférer une voix masculine ou féminine par rapport à l'hypnose, donc elle a amené la construction de ces séances avec sa voix évidemment féminine, et elle amène toute la partie développement commercial et des partenariats que l'on a mis en place. Alors, est-ce que tu peux nous parler du parcours du combattant, justement, de la création de cette plateforme, de cette application, entre le moment où vous avez l'idée, peut-être le besoin de trouver des financements, aussi construire ce logiciel, j'imagine, ce software, jusqu'à l'acquisition de vos premiers utilisateurs? Ouais, c'était très très drôle parce qu'en fait, nous, on n'avait pas vraiment la vision de l'entrepreneuriat à l'époque, c'est-à-dire qu'on a vraiment fait ça en ayant une hyper-adaptation permanente et de terrain, si je puis dire. En fait, quand on a commencé, donc on avait trouvé nos binômes de professeurs, qui étaient un couple, Scott et Claire, d'anglais. Et donc, en fait, on avait un pote à moi m'avait dev un petit site sur lequel on avait calé des MP3 entre des séances d'hypnose et quelques cours d'anglais. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'exercice, il n'y avait pas de grammaire, il n'y avait pas de méthodologie, il n'y avait pas vraiment de software, c'était un site. Et à l'époque, c'était à l'époque de Facebook, Instagram se lançait à peine, et on avait publié ça, parce que moi, j'avais formé beaucoup de gens, donc j'avais un gros réseau, et on avait lancé ça sur nos réseaux sociaux personnels en demandant à tous nos potes de partager et d'essayer. Et en fait, là, on a commencé à recevoir plein de messages de gens qui disaient « Putain, mais c'est trop bien d'apprendre dans cet état et tout, c'est génial !» Et on avait claqué une petite mécanique d'abonnement pour débloquer les séances, un truc vraiment pas cher. Et on voyait que les gens étaient prêts à mettre leur carte bleue pour accéder à notre contenu, mais qui était juste de l'anglais uniquement avec quelques séances d'hypnose. Donc c'était vraiment un mini MVP, un mini POC. En fait, voilà ça. En fait, on vient de créer le POC. Mais c'est marrant, c'est que quand on le crée, on se dit pas, putain, il faut créer un POC. Alors que maintenant, tu vois, je crée une boîte, je sais exactement les étapes quoi faire, tu vois. Mais là, à ce moment-là, finalement, on se retrouve à créer un POC sans savoir qu'on est en train de créer un POC. Et donc, on se dit, bon, let's go, il faut qu'on avance. Et là, la région nous subventionne, on chope une subvention de 50 000 € de la région Aquitaine. Et on a une personne qui deviendra notre première business angel, qui lâche 50 000 balles aussi. Et donc, on se retrouve avec 100K. Et sur ces 100K, on développe la première version plateforme web que l'on crée. Et ça a été vraiment le lancement. Donc, on avait juste des cours d'anglais sur lesquels on était un peu plus loin. Et on a payé nos premiers cours d'espagnol. Donc, au début, Hypnoledge, c'était de l'anglais, de l'espagnol. Et sur une plateforme web qui, après, au fur et à mesure, on a eu nos premiers users, les premières rentrées de cash. Et ça, c'était en 2018. Et pour te dire, c'est qu'on a tenu dans le développement de la construction et du suivi de cette plateforme, puisqu'on a fait notre seule et unique levée en 2020. On avait rentré un demi-million d'euros avec des business angels. Donc, c'est-à-dire de 2017 à 2020, si tu veux, uniquement sur l'argent de la sub, on avait vraiment réussi à créer le premier joli produit francophone. Trop bien. Et en plateforme web, quoi. Et après, au niveau de l'acquisition, de la stratégie de l'acquisition des utilisateurs? Uniquement de l'ADS à l'époque. En plus, c'était la belle période de l'acquisition via Facebook, avec des coûts d'acquisition extrêmement bas. Et si tu veux, cette promesse, je crois que marketing de dire putain, viens apprendre une langue sous hypnose, je pense qu'en chacun de nous, ça suscite une émotion. C'est-à-dire que c'est ça qui est fort dans l'acquisition d'Hypnoledge, c'est quand tu vois une pub qui te dit viens apprendre sous hypnose, que tu aies peur de l'hypnose, que tu sois réfractaire, que tu n'y crois pas, que tu connaisses déjà, forcément, ça vient activer quelque chose chez toi. Mais c'est là où tu vois la force du marketing, c'est vraiment l'activation d'une émotion. C'est-à-dire que ça soit la peur, que ça soit le rejet, que ça soit... En tout cas, il se passe quelque chose quand tu vas passer une ads qui te parle, apprends une langue sous hypnose. Et c'est ça qui nous a permis, j'en suis convaincu, de un peu plus de 500 000 utilisateurs quand même. J'imagine. En fait, je le vois un peu comme une promesse folklorique. Un petit peu, tu vois ça sur les réseaux sociaux, apprenez une langue par hypnose. Ça suscite la curiosité, ça c'est sûr. Obligatoire. On a envie de cliquer. Voilà, obligatoire. Et quand on a testé des ads
où justement on ne parlait pas du mot hypnose. On a même testé des landing pages où on s'était peut-être dit à un moment dans notre réflexion, peut-être que le mot hypnose nous empêche d'aller capter un ensemble de gens. Ouais. Donc on va refaire toute une landing page où on parlera pas d'hypnose, mais on parlera en détente, sans que le mot hypnose apparaisse, avec des ads. Elles n'ont jamais marché. Ok. C'est-à-dire que de faire un Babel-like, si on mettait pas l'hypnose, nous, ça ne marchait pas. Ce qui vend et ce qui fonctionne, c'est le fait que tu viennes parce que tu vas prendre sous hypnose. Vous avez là un vrai unique selling point, parce que c'est vrai que le marché de l'apprentissage des langues, c'est un marché, tu le connais mieux que moi, mais qui est peut-être saturé, voire hyper saturé. Et là, vous arrivez avec une nouvelle méthode d'apprentissage. Ouais. Peut-être pour ceux qui ont échoué dans les méthodes d'apprentissage traditionnelles. Ouais, et puis même, on en a qui nous écrivent, nous disent, je suis aussi abonné à Duolingo, et j'adore le combo des deux, parce qu'avec vous, je vais bosser sur ça, sur Duolingo, je vais bosser sur ça. Trop bien. Et ouais, en tout cas, on amène, on a réussi vraiment à se positionner dans le top des applis de langue, parce qu'on a amené une innovation, et puis en plus, qui, si tu veux, qui est vraiment au cœur de l'humain. En fait, la promesse, c'est apprends plus vite, plus facilement, avec moins d'efforts, et surtout, débloque tes skills, quoi. Ok. Aujourd'hui, cette application, elle est sous forme d'une web app ou également sur non, appli mobile maintenant. Une appli mobile. On a les deux, on a la web app et l'appli mobile. Mais tu vois, l'appli mobile, elle s'est créée en 2022. Donc, c'est-à-dire de 2017 à 2020, on n'était que sur une web app. Donc, c'est-à-dire que les gens faisaient même l'effort du digital online. Sûr. Et c'est sur 2022, l'appli mobile est sortie. Bon, et là, ça. Et c'est celle qui est le plus utilisée aujourd'hui ? Oui. L'appli mobile ? Oui. Okay. Ouais. Sur la partie motivation, je sais que c'est un vrai obstacle dans l'apprentissage d'une langue, parce qu'on se confronte à un nouveau vocabulaire, à une nouvelle façon de réfléchir à comment se forme une phrase dans certaines langues, qu'on a besoin effectivement d'être régulier sur l'apprentissage d'une langue. Tu parlais justement de l'hypnose comme une aide justement pour maintenir cette motivation. Il y a aussi cet aspect, et c'est là que je veux en venir, cet aspect gamification qui est très utilisé aussi par Duolingo. On a presque l'impression d'être dans un jeu vidéo. Ouais. Parfois, est-ce que cette partie gamification également fait partie de votre proposition de valeur ? Ouais, la gamification, c'est un des moyens d'essayer de faire en sorte que ton individu adopte une habitude. Puisqu'en fait, on sait que tout changement de comportement, si tu veux, il est facile pour tout le monde de faire un jour du sport. Ouais. Il est plus compliqué pour la plupart des gens d'intégrer le sport dans leur quotidien et de faire qu'ils deviennent sportifs. Ouais. Tu me sais ? C'est valable pour l'apprentissage du piano, d'un sport, d'une langue. Et donc, la gamification, c'est un peu une sorte de carotte qui va jouer sur deux leviers. Soit l'envie d'une récompense, ou soit la peur de perdre quelque chose que tu as gagné. Et Duolingo est très fort pour ça, puisque eux, ils te mettent en place un système de série, et t'as pas envie de la perdre, ta série, parce que t'as pas envie de la perdre. Donc, tu vois qu'il y a les deux mécaniques. Et en fait, le but de ça, c'est vraiment te permettre, et donc l'intention, elle est win-win. Pour une boîte, c'est forcément que tu restes, donc c'est limiter le taux de churn. Et pour toi, user, c'est que tu développes une vraie habitude. Et donc, au final, tu te retrouves vraiment à adopter un comportement qui t'est profitable, en l'occurrence de l'apprentissage. Donc, la gamification, ça, c'est fort. Nous aussi, on s'en sert avec un système de récompenses qui sont des clés qui permettent d'unlock des séances faites par des psys pour travailler sur ta dimension perso, qui s'appellent les hypnoboosts. Mais aussi, dans la mécanique de l'hypnose, ce qui est intéressant, c'est quand tu es dans l'état d'hypnose, et là on rentre dans quelque chose d'un peu plus neuro et psycho profond, tu vois, c'est quand tu es dans l'état d'hypnose, tu peux toujours penser, tu as un dialogue intérieur, mais ce dialogue intérieur, il n'est plus limité par tes croyances de ton conscient, qui sont limitées, tu vois, par tes peurs, par tes croyances limitantes. C'est-à-dire qu'en fait, tu dépasses ça, et du coup, ton dialogue intérieur se transforme en « Putain, je me sens bien. Waouh, j'ai l'impression de tout comprendre. » Ah, mais attends, mais c'est facile, en fait. Je suis capable, je peux. Et en fait, ce qui va se passer, à force d'hypnose répétée, tu es en train de transformer des croyances qui étaient limitantes en toute la perception d'un nouveau monde qui devient plus facile. Okay. Et donc, tu construis des nouvelles croyances qui, elles, deviennent positives et que tu vas garder après l'hypnose, puisque c'est comme si tu venais d'apprendre des choses nouvelles sur toi. Ouais. Et donc, quelque part, on est en train de créer un cercle vertueux qui te fait dire... Je peux, je suis capable, c'est facile, c'est cool, c'est agréable. Alors, j'ai plein de questions qui me viennent. Je vais essayer de les prendre une par une, justement, sur la méthodologie de l'hypnose. Moi, j'en ai déjà fait, mais sous forme d'auto-hypnose. Okay. Donc, de ce que je me souviens, c'était il y a quelques années déjà. Déjà, on est isolé dans une ambiance. On a une voix qui est rassurante, qui parle
de façon posée, vraiment grounded sur la terre, de façon assez lente finalement. Et de ce que je me souviens, c'est qu'il y a une première étape qui est de détendre la personne. En fait, ouais, je comprends que tu l'envoies dans la détente. Ouais, c'est-à-dire, par exemple, c'était imaginer que vous êtes dans votre endroit favori, à la plage, tout se passe bien dans votre vie, etc. Et là vont commencer les autosuggestions. Bon, ça, c'est ce que je me souviens, mais j'en profite justement pour te renvoyer la balle. Quelle est la méthodologie d'une séance d'hypnose? Comment ça se passe? C'est vraiment un ensemble de suggestions qui sont détournées, c'est-à-dire que c'est pas des suggestions qui vont être directes. Attention, au compte de 3, tu vas t'endormir, il va se passer ça c'est de l'hypnose de spectacle. Là, dans la mécanique de quand on guide quelqu'un dans l'état d'hypnose, on va le guider. Toi, ce que tu appelles la détente, c'est génial, mais c'est juste dans l'absorption et la création d'un monde sensoriel où petit à petit, il va se retrouver à accepter un ensemble de suggestions, comme le fait d'aller te balader sur cette plage, d'imaginer que ta vie à ce moment-là. Donc au final, tu suis, donc tu développes à la fois de la confiance et surtout, tu es en train d'entraîner ton cerveau à aller vers la création de la réponse aux suggestions que le thérapeute te fait. Et petit à petit, à travers une technique, il va créer un état, ce qu'on va appeler un état dissociatif. C'est-à-dire, on va créer une dissociation entre ton système conscient et inconscient qui sera ce qui vient marquer le fait que tu vas rentrer en état d'hypnose. C'est-à-dire que tu vas être à la fois conscient d'être consciemment présent, mais à la fois conscient d'être inconsciemment présent là. Et cet état dissociatif va faire qu'à ce moment-là, tu vas ressentir une forme de détente, mais tu vas également ressentir toute une tas d'altérations sensorielles, puisque tu vas être présent consciemment et présent inconsciemment là. Et c'est là où tu as toute la différence entre les gens. Tu en as certains qui vont sortir de la légèreté, de la lourdeur. Tu auras une incapacité à savoir si combien de temps s'est écoulé. Les 10 minutes, tu auras l'impression que ça va être une demi-heure. Tu vois, cet état d'hyperabsorption. Et au final, les suggestions du thérapeute vont devenir de plus en plus réelles. Et c'est là où tu vas pouvoir créer de l'anesthésie, de l'amnésie, de la transformation de ton regard sur certains événements, pour comprendre, pour débloquer, pour construire d'autres programmes. Et cet état, on a besoin de l'atteindre justement avant de passer sur la seconde phase de la méthode, qui est, dans ce cas-là, l'apprentissage de la langue. Ouais, parce que là, vu que tu es dans cette absorption-là, tu n'es plus régi par un calcul de ton conscient qui va traiter peut-être 5-6 informations par seconde. Tu es vraiment régi par une boîte comme un énorme processeur en toi, qui lui est capable de traiter des millions d'informations à la seconde. On sait qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus réceptifs que d'autres à l'hypnose. À l'hypnose de spectacle. À l'hypnose de spectacle. On est tous réceptifs à l'hypnose. T'as tous, à chaque instant, ton inconscient traite des millions d'informations. Donc, ça veut dire qu'on est tous soumis à un traitement d'informations conscientes et inconscientes. C'est que l'hypnose de spectacle, le moyen d'aller dans l'état d'hypnose, il est directif et basé sur un mécanisme de soumission à une forme d'autorité. Donc, il va pouvoir activer toute la partie de résistance. Alors que l'hypnose douce, ericksonienne, permissive, elle n'est pas basée sur ce mécanisme d'autorité et de soumission. Elle est vraiment basée sur un mécanisme de win-win et de collaboration dans quelque chose où on va te guider, où c'est toi qui deviens acteur du chemin que tu parcours. Donc, finalement, t'as aucune raison de résister. Est-ce que tu vois quand même des personnes qui ont une tendance à résister plus que d'autres? Ouais. Ceux qui ont la peur, ceux qui ont les peurs par rapport à l'hypnose, par la méconnaissance, ou ceux qui vont s'imaginer quelque chose que l'hypnose est alors qu'elle n'est pas. Et donc, quelque part, les premières séances deviennent un apprentissage pour découvrir l'hypnose. Et petit à petit, ils s'enfoncent plus profondément. Donc, on a comme un muscle de l'hypnose. Ouais, t'as raison. On peut le voir comme ça. Plus on s'expose à l'hypnose et plus on et en plus, en fait, tu déconstruis. On apprend à faire confiance à la technique, parce qu'il peut y avoir une peur de la technique aussi. Ouais, c'est ça. Et puis, tu déconstruis ta représentation de ce qu'elle est. Oui, parce que tu as l'image de l'hypnose de ce que tu vois dans les médias. Exactement. J'ai pas envie de me faire manipuler, j'ai pas envie de paraître pour un idiot, donc peut-être qu'il y a cette résistance qui s'installe. Exactement. Et il y en a qui sont aussi beaucoup plus réceptifs, il y en a qui, que ce soit aux suggestions extérieures ou aux autosuggestions. Voilà, c'est ça. Et de base, ils ont une représentation qui est avec leur cerveau, avec l'hypnose, de ce qu'elle est, et ils y vont beaucoup plus facilement, quoi. Et donc, dans le processus d'hypnose, il y a ce qu'on appelle la suggestion ou l'autosuggestion. Ouais, c'est dans la phase d'induction. Tu as vraiment des phases de suggestion qui vont t'amener dans cette étape-là. Et ensuite, tout un travail thérapeutique que tu vas pouvoir faire. Donc, c'est là où tu vas utiliser des métaphores, c'est là où tu vas guider dans une représentation visuelle d'éléments ou de prise de recul sur certains événements pour les comprendre, pour profiter du fait que tu penses avec ton inconscient, pour voir les choses avec un nouvel angle de vue. Donc, si tu les vois avec un nouvel angle de vue, tu les comprends différemment. Donc, tu en tires des nouvelles croyances. Donc, au final, tu crées tout un tas d'apprentissages nouveaux
qui vont créer des programmes nouveaux, qui vont créer des séquences de représentation nouvelles, et donc des émotions différentes, et donc des comportements différents dans ta vie de tous les jours. Est-ce que c'est le thérapeute qui suggère ou c'est le thérapeute qui suggère de s'auto-suggérer? C'est exactement ça, c'est-à-dire que le thérapeute ne fait que créer un canevas, comme une coquille vide, c'est-à-dire que lui, il crée la séquence de changement, mais sans être dans l'explicite, et c'est toi, par rapport à ton travail que tu es en train de faire, par rapport au fait qu'on va te guider, qui va finalement faire le travail, parce que tu vas venir mettre ta réalité à toi. Et donc c'est vraiment une collaboration entre les deux. Et le type d'autosuggestion, c'est par exemple, je parle de mieux en mieux anglais, ou là, typiquement dans Hypnolage, ça va être ça, hein, et ça va venir tout seul, hein, tu vas voir. C'est toi qui vas te les créer. Putain, je me sens parler de mieux en mieux. Waouh, mais attends, mais je me sens fluide. C'est marrant, j'ai l'impression que c'est facile. Je comprends, mais parce que réellement, tu le vis comme ça. Donc ça devient une réalité, en fait. J'aimerais vraiment me concentrer sur la technique de l'hypnose et les différentes écoles d'hypnose. On parle d'hypnothérapie ericksonienne. Cette méthode d'autosuggestion, peut-être que je me trompe, mais c'est pas ce qu'on appelle la méthode Coé à la base. Si, à la base, je vais de mieux en mieux chaque jour, quelque chose comme ça. Ça, finalement, c'est différents modules qui sont intégrés pour donner la méthodologie de l'hypnose ericksonienne. C'est comme ça que tu le vois? Oui, c'est historiquement... si tu veux, il y a beaucoup de choses qui se regroupent. Hein. C'est le mécanisme d'autosuggestion, d'hétérosuggestion, au final, la finalité, c'est le fait que je finisse par croire en quelque chose, en fait. C'est l'effet placebo d'un médicament. Bien sûr. Et c'est-à-dire que ça fonctionne. Ce qui est fabuleux dans l'effet placebo, c'est que ça fonctionne. C'est-à-dire que c'est parce que tu crois que ça fonctionne qu'il y a une vraie transformation réelle d'un mécanisme intérieur. Tu vois, donc le fait de, par exemple, ruminer sur le fait que, par exemple, je sais pas, je vais très mal, personne m'aime, j'ai pas de valeur pour la société. Tous ces carcans mentaux qu'on se répète, finalement, on les répète tellement que ça en devient une réalité. Ouais, et si on va plus loin, c'est parce que tu y adhères. On dit souvent, on croit ce que l'on voit, mais en fait, quand on comprend le fonctionnement du cerveau, c'est pas ça la vraie phrase. La vraie phrase, c'est « on voit ce que l'on croit ». Tu prends une scène et tu mets 10 individus qui sont dans cette même scène. Les stimuli sont identiques, ils voient les mêmes informations visuelles, sensorielles. Mais en fait, ce qu'ils vont voir dans la scène, c'est-à-dire l'interprétation qu'ils vont donner à cette scène, c'est le fruit de leur croyance. Bien sûr. Donc on voit ce qu'on croit. Et donc si je crois que je suis nul, qu'on ne m'aime pas, que je ne suis pas intéressant, que dans un groupe, quand je m'exprime dans un groupe social, je ne suis pas drôle, ou ce genre de croyances qui sont limitantes, finalement, on va avoir tendance à vouloir les confirmer. Donc on verra ces événements-là, on se prédisposera à agir pour venir confirmer le fait qu'on n'est pas intéressant. Tu vois ? Et ça me rappelle ça, par exemple, tu peux avoir l'impression que ta copine te trompe. Alors qu'en réalité, c'est pas le cas. Et non. Mais tu es tellement persuadé qu'elle te trompe que tu vas interpréter chaque signe comme étant le signe qui valide ta croyance. Et vice-versa, ça peut être aussi positif. Mécanisme hyper classique, autorisation de la prophétie. L'humain fonctionne comme ça. L'expérience nourrit la croyance nourrit la perception, qui nourrit l'expérience. C'est un cercle vicieux, vertueux qui se crée. Très intéressant. Croyance aidante ou croyance limitante. Alors quel est le champ de cette hypnose ericksonienne ? Parce que des types d'hypnose, il y en a plein. Erickson, c'est pas le premier à avoir... Non, mais le champ de l'hypnose, c'est tout simplement... le champ qui permet de désapprendre pour réapprendre. C'est-à-dire de désancrer, de débunker ces programmes de représentation sensorielle, de croyances, qui vont avoir une influence sur tes actions comportementales, qui vont avoir une influence sur tes émotions, pour justement agir. Donc l'hypnose, elle est très forte dans tout ce qui est travail sur monde émotionnel, monde comportemental, et monde des représentations inconscientes, donc des croyances. Est-ce qu'on est à la croisée des chemins entre psychologie, psychothérapie et développement personnel avec l'hypnose ? Ouais. C'est un outil au service d'eux. Voilà, il faut le voir comme ça. L'hypnose, c'est juste un outil. Donc, je sais pas, t'es mécano, tu ouvres ta boîte à outils, t'as une clé de 12. L'hypnose, c'est un outil. Donc, c'est ta clé de 12. Au service de quoi ? De la psycho, de la thérapie, de l'apprentissage, du dev perso, du mieux-être, de la préparation mentale. Tu vois ? C'est vraiment l'outil. Il n'est pas la chose. Elle n'est pas la thérapie. Elle n'est pas la psycho, elle n'est pas la thérapie. Elle est un outil pour ça. Voilà. Quelle est la place de la PNL dedans ? Un outil. Encore une fois, moi j'aime beaucoup la PNL. Ça fait partie de l'hypnose ou c'est vraiment une boîte d'outils externe qui est beaucoup utilisée par les thérapeutes d'ailleurs. C'est toujours un sujet chiant de savoir si l'hypnose fait partie de la PNL ou pas.
Non, ça reste deux outils différents qui sont arrivés dans un siècle commun et qui ont voulu amener... je pense que le point commun, c'est la sensorialité, c'est-à-dire la PNL, elle adore le monde sensoriel, elle adore la construction mentale, donc elle adore la construction sensorielle de la représentation que je me fais, et l'hypnose aussi. Donc ça, c'est vraiment le gros point. Les deux sont des outils de la thérapie brève, c'est-à-dire que les deux sont dans une recherche d'un comment faire pour faire différemment, plutôt qu'un pourquoi je vis ça, et donc pourquoi je ressens ça. Donc les deux ont vraiment cette relation commune qui est très future, très comment, très action, mais elle reste différente dans l'outil. Il y en a un, c'est une clé de 12 et l'autre, c'est un tournevis cruciforme. Ouais. On est d'accord que l'hypnose et la PNL, c'est pas des choses qu'on a inventées pour atteindre des objectifs, mais c'est plutôt, on a observé certains comportements ou certains schémas, peut-être entre un client, enfin un patient et un thérapeute, et on les a théorisés dans un livre. Je parle de la PNL, par exemple. La PNL, c'est vraiment, elle est née de la modélisation de thérapeutes de génie. À l'époque, c'était Virginia Satir, Milton Erickson, Berne. C'était vraiment qu'est-ce qui fait que des thérapeutes ont un niveau d'excellence et de recommandation plus fort que les autres. Voilà. Et si on essayait d'aller apprendre de ce qui se joue entre ces thérapeutes et leurs patients, finalement, pour comprendre comment on pourrait modéliser une technique efficace de changement. On a pris des modèles de réussite chez des thérapeutes qui avaient des résultats phénoménaux. Exactement. Et on les a théorisés. Ouais, c'est ça. C'est ça. La naissance de la PNL, c'est ça. Comment tu es rentré dans ce milieu ? Par la psycho. Parce que moi, j'étais passionné par la psychologie, c'est-à-dire j'étais passionné par le monde invisible, plus que le monde tangible. Je crois que depuis tout jeune, le monde tangible, je m'en fous un peu. J'ai jamais été le garçon qui aimait les voitures, qui aimait... c'est très stéréotype, parce que je dis, mais tu vois... les choses, les faits, je crois que déjà depuis tout jeune, dès la primaire, j'étais plus dans l'observation de ce qui se passait dans la classe, dans les interactions, dans les systèmes, en fait dans l'analyse de la psyché de l'invisible, plus que dans l'analyse des faits. Et donc, quand un jour j'ai su que tout ça, ça s'appelait la psycho, et ben, je sais pas, je dois avoir peut-être 12-13 ans, j'ai eu cette révélation de me dire, waouh, et on peut étudier ça. Oui, ça s'appelle une fac de psycho. J'ai dit, bah, je veux faire ça. Voilà. Trop bien. Voilà, c'est vraiment ça le point de naissance. Quoi. Donc t'es. Donc non, mais voilà, vraiment cette passion par la psycho qui m'a amené à faire une fac de psycho, et dans lequel je me suis formé en parallèle dans tout le domaine de la thérapie brève, parce que ce qui me passionnait, c'était à la fois la psychologie sociale, c'est-à-dire comprendre comment le comportement fonctionne. Et ça, c'est vraiment le cœur de mon master. Hein. Je me suis orienté vers ça, et pas dans la psychoclinique thérapeutique, parce que, telle qu'elle avait été faite à la fac, ça ne m'intéressait pas. L'analyse de la pathologie, l'analyse de la vision de la thérapie dite intellectuelle ne m'intéressait pas. Moi, je voulais vraiment la vision de la thérapie brève, c'est-à-dire comment je fais pour changer. Comment j'amène du changement chez l'individu, comment je me transforme. Et donc, fac de psycho, plus formation, dont des écoles de psychothérapie, donc vraiment bref, j'ai fait la systémique, de la familiale, de l'hypnose, de la PNL, de l'intégrative. Je me suis formé à tout ça, et là j'ai monté mon premier cabinet, j'ai monté mon premier cab. Et entre la création de ton cabinet jusqu'à créer cette entreprise, ça a été quoi le déclic ? Ça a été, comme je t'ai expliqué au début, vraiment l'envie d'aller plus loin dans la branche dans laquelle j'avais étudié, avec forcément la passion égotique d'avoir plus d'impact dans le monde. C'est-à-dire qu'au début, je prenais plaisir à travailler avec mes patients. Et après le one-to-one, je me suis dit, je vais avoir encore plus d'impact. Mais là, c'est de l'ego qui parle. C'est une envie d'existence, c'est une envie de reconnaissance qui parle, on va pas se mentir. Mais encore une fois, c'est un schéma win-win. J'avance sur mon chemin tout en amenant des choses aux autres. Mais c'était l'envie d'avoir plus de volume. Et pourquoi l'application ? Parce que je me suis dit que c'était le moyen de toucher le monde avec un seul véhicule. Trop bien. Et je voulais plus être dans une dépense de mon temps pour quelque chose, être dans une dépense de mon temps pour un véhicule qui, lui, sert un volume plus fort, quoi. Excellent. Donc vraiment, le moteur, c'est le volume. C'est le volume. Et le B2C, quoi. Est-ce que tu as des anecdotes ou des obstacles sur ton parcours entrepreneurial ou de psychothérapeute que tu souhaiterais raconter ? Je pense que l'être... je pense que surtout que l'être avec qui tu parles maintenant... dans mon niveau d'évolution de moi-même, n'a rien à voir avec
le gamin que j'étais, l'adolescent que j'étais, l'étudiant que j'étais, l'entrepreneur que j'étais. Et je pense que j'avais tellement de couches d'ego à travailler que je pense que j'étais assez insup avant. Je dérangeais beaucoup les gens. Je me suis pas fait beaucoup d'amis à l'époque. Qu'est-ce que tu lui dirais, cet ancien celui-là, toi? je dis quand même merci parce qu'en fait, le chemin est super beau parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir un chemin où j'ai décrassé des couches de moi. Ouais. Mais je me dis, mais putain, mais t'as été un sacré branleur, quoi. Je pense que je me serais détesté si j'avais pu percevoir comment j'étais avant. Tu vois, je pouvais être prétentieux, cinglant, cynique, dur, peu empathique finalement, mais pourtant hypersensible aussi. Je pense que ouais, j'ai clivé, j'ai énormément clivé. Vraiment, hein, j'ai énormément clivé. J'avais un parcours très chaotique, j'étais insolent, j'étais violent gamin. Je suis fait exclure de beaucoup de collèges, de beaucoup de lycées. Tu vois, c'était très compliqué pour ma mère de me gérer, quoi. Ouais. Mais je pense que c'était un flux d'énergie qui était incontrôlable et ouais, j'étais un petit con hein, quand même. Hein. Est-ce que c'est la façon dont je l'entends. Est-ce que ce parcours entrepreneurial, c'est aussi ta thérapie? Ouais, forcément. Ah, mais je pense comme tout humain, hein, son changement de vie, c'est un parcours thérapeutique. Dès l'instant où t'as quand même un peu de conscience pour te rendre compte que tu peux évoluer. T'as des gens, malheureusement, ils n'en sont pas. Voilà. Ouais. Bon, ils avancent sur leur chemin, mais il y aura peut-être peu de changements en 10 ans, tu vois. Ouais. Et quand t'as un peu de conscience et que t'es dans une quête de travail finalement sur soi, parce qu'il faut quand même accepter de vouloir travailler sur soi, c'est-à-dire qu'il faut quand même accepter d'être imparfait, accepter Bien de sûr. vouloir allumer l'ombre en soi, accepter d'aller regarder la merde à l'intérieur de soi, Ouais. accepter de se dire les choses, savoir reconnaître quand on déconne. Bien sûr. C'est par tout ça qu'on... Ouais. Quelque part, le chemin reste une belle thérapie. Hein. Quelles sont les prochaines grandes étapes pour ta société? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de meilleur? De continuer l'évolution de vraiment toute l'acquisition qu'on fait à travers Hypnolège dans le monde. Et je pense que c'est un moment de réussir un adossement à un plus gros groupe où on aura encore une fois encore plus d'impact par des synergies beaucoup plus puissantes pour essayer de se positionner vraiment dans le top 3 des meilleurs apps et de devenir une forme de référence où l'humain forcément à un moment accepte qu'on peut vraiment triquer son cerveau pour être beaucoup plus performant et que ça devienne un cadre de référence en fait si je puis dire. Et au niveau du produit, est-ce qu'il y a des fonctionnalités ou des langues que vous allez ajouter? Ouais, on va ajouter de langues, le japonais, le coréen, le russe, l'arabe. Là, on a ajouté l'intelligence artificielle, on va aller encore plus loin dans l'IA pour vraiment encore plus avoir de feedback et d'adaptation à soi. C'est-à-dire que le monde, ce que l'IA amène aujourd'hui reste exceptionnel, incroyable dans toutes les verticales. Donc ça va être d'aller encore plus loin dans cette mécanique et d'adapter toujours plus la connaissance du cerveau humain pour la rendre efficiente. Excellent, c'était un plaisir. Ouais, trop bien. De t'avoir parlé. Je te souhaite une bonne continuation en tout cas pour l'avenir, pour ton parcours professionnel et également pour ton entreprise. Merci Pierre, c'est très cool. Merci à toi. Allez, au revoir. Au revoir.